Alors, on va pouvoir débuter ce webinaire. Si ça fonctionne pour tout le monde, parfait. Ça a l'air d'être le cas. Alors, je me présente, je suis Pauline Puel. Je suis responsable juridique de l'Agence pour la protection des programmes, qui est un organisme qui est spécialisé dans la protection des créations numériques et des actifs immatériels, auprès duquel vous pouvez par exemple procéder au dépôt de vos logiciels, de vos bases de données ou de vos applications mobiles. Et on va évoquer aujourd'hui, en présence de nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants, les licences libres. Alors pourquoi ce sujet? Parce que les licences libres sont désormais évidemment très largement répandues dans la sphère informatique et elles sont à l'origine de beaucoup de questionnements, notamment en ce qui concerne leur complexité d'usage ou alors les obligations qui peuvent en découler. Et nous allons voir aujourd'hui que si les technologies ne cessent d'évoluer, les licences libres évoluent également afin de s'adapter justement à ces nouvelles méthodes de développement, entre autres. Alors je vous précise dès à présent que vous pouvez poser vos questions sur la zone de chat que vous avez à l'écran, que vous avez au centre de votre écran, et on prendra un temps à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos questions. Donc pour évoquer le sujet des licences libres, on reçoit aujourd'hui Sylvie Rosenfeld, qui est rédactrice en chef de la revue Expertise. Donc Expertise, c'est une revue qui est spécialisée en droit du numérique. Et on reçoit également Benjamin Jean, qui est un juriste spécialisé en gestion de la propriété intellectuelle dans le cadre des modèles ouverts. Et je vais donc vous laisser la parole pour cette présentation sur les licences libres. Bonjour, bonjour Benjamin. Le principe des licences libres est né il y a déjà une quarantaine d'années et c'est peu à peu développé et ces principes sont maintenant bien connus. Mais 40 ans, c'est beaucoup de temps et donc il y a une évolution progressive. Il semble que le modèle soit mature désormais. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'il en est de l'évolution, mais avant d'envisager les questions à poser, j'aimerais qu'on en revienne au principe, enfin un rappel des principes des licences libres. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi elles consistent? Bien sûr. Alors, je ne peux pas passer les slides moi-même, ça y est. Très bien. Donc pour commencer, on parle, c'est vrai plutôt, alors dans un premier temps on parle plus des logiciels libres que des licences libres et c'est sur la base de cette définition de ce qu'est un logiciel libre ensuite qu'on va définir ce que sont ces licences libres. Donc on parle de logiciels libres lorsque l'utilisateur du logiciel bénéficie de 4 libertés, donc celles que vous avez affichées sur la présentation, que sont les libertés d'utilisation, les libertés de redistribution, liberté de modification et liberté d'étude. L'idée, c'est que n'importe qui bénéficie d'un logiciel soit en capacité de pouvoir accéder au code source, d'identifier au sein de ce code source ce qui a été développé et rédigé par des tiers, pour pouvoir ensuite le modifier, l'adapter à ses propres besoins et le redistribuer, s'il le souhaite, avec ses propres améliorations. Donc ça, c'est cette définition de ce qu'est le logiciel libre. On en déduit ce que sont les licences libres. Et souvent, ce qu'on voit aussi par ailleurs, c'est la notion d'open source qui, en fait, est le pendant. Il y a une autre école, je dirais, qui a été parallèle à celle du logiciel libre et qui définit, donc, il y a 10 critères, ce que sont des licences open source. Mais de fait, c'est pour ça qu'on a choisi de parler uniquement de licences libres. Maintenant, lorsqu'on parle de logiciel libre, lorsqu'on parle de logiciel open source, de licence libre ou de licence open source, on parle de la même chose, les deux notions s'étant rejointes. D'accord. Alors on va passer à la première question. Alors, il existe de nombreuses licences libres. On connaît beaucoup la GPL, mais c'est loin d'être la seule. Leur contenu est très différent. Est-ce qu'il y a une évolution dans le nombre de licences? Oui. Qu'en est-il? Alors, souvent, ce qui fait peur quand on parle de logiciels libres, de licences libres et d'open source, c'est qu'on a l'impression qu'il y a tellement de licences différentes qu'on est incapable de s'y retrouver. La bonne nouvelle, c'est que justement ces licences libres, ces licences open source sont des licences qui sont standardisées. Ce n'est que quelques centaines face à des régimes et des contrats beaucoup plus divers et variés qu'on peut avoir en dehors du monde du logiciel libre et de l'open source. Pour venir peut-être aux grandes phases... Des centaines, c'est beaucoup.
C'est beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire que si on connaît ces centaines de licences différentes, et encore on les voit pas toutes tous les jours, on est capable d'identifier finalement tous les régimes sous lesquels des logiciels partout dans le monde ont été mis. C'est-à-dire qu'avec simplement une centaine de contrats, on est capable de comprendre tout ce que tous les développeurs du monde entier ont voulu mettre sous ces différents régimes. Alors, c'est intéressant lorsqu'on étudie les licences libres d'identifier l'aspect chronologique peut-être des licences libres. Le mouvement du logiciel libre et des licences libres, c'est quelque chose qui date des années 80, donc effectivement ça fait une quarantaine d'années. Et à l'origine, les premières licences c'était écrites par des développeurs pour des développeurs, donc documents qui étaient peu juridiques. Elles sont devenues de plus en plus proches de contrats de cession de droit qu'on peut voir aujourd'hui par ailleurs. Mais donc elles ont connu un certain nombre de phases. Je pense que la première phase importante, c'est les années 80 et 90, c'est là où les premières licences sont apparues. Et peut-être ce qui était intéressant, ce qui est intéressant à noter sur cette première phase, des années donc 1980 à 90, c'est qu'il y avait une licence par logiciel. Donc chaque logiciel avait sa propre licence qui était une licence libre, la GNU Emacs Public License, la GNU GCC Public License, et j'en passe. Et dans les années 90, il y a eu cette phase de rendre des licences génériques, donc de passer à un contrat qui soit utilisable sur tout type de logiciel. Ça, c'était donc la première General Public License, la GPL, comme on en parle aujourd'hui. Mais même des licences, je reviendrai peut-être plus sur le fond ensuite, mais du type MIT ou BSD qu'on voit encore beaucoup aujourd'hui, étaient des licences qui finalement n'étaient pas encore avant cette date utilisables à l'identique sur d'autres logiciels. Chaque logiciel avait sa propre version. Donc ça, c'est les années 90 jusqu'à peut-être 2000, ou moins 98. Et en 98, justement, il y a eu l'apparition de l'Open Source Initiative. C'est là où on a eu les sociétés qui sont appropriées cette idée du logiciel libre et de l'open source comme un mode de développement tout à fait pertinent pour répondre à leurs besoins. Et donc en 98, lorsque Netscape a mis Mozilla, aujourd'hui Firefox, en open source, il y a eu un vrai intérêt, en tout cas de la part des industriels qui finalement ont été convaincus, je dirais d'une certaine façon, par le modèle. Et on a eu dans les années, tout le début des années 2000, des centaines, alors là c'était vraiment une profusion de licences qui sont apparues, chaque acteur industriel ou chaque acteur qui voulait faire l'open source ayant sa licence open source. L'IBM Public License, l'Alcatel Public License, et j'en passe. Ça c'était donc ces premières années. En 2005-2007, devant le constat de la profusion de licences et de la difficulté à articuler les régimes qui là pour le coup étaient très diversifiés entre ces différentes licences, il y a eu un mouvement d'anti-prolifération, en tout cas de convergence et de rationalisation d'une certaine façon. C'était vraiment l'objectif. Et donc maintenant, on a, tout à l'heure je disais quelques centaines, mais c'est même moins. Je crois que sur le site de l'Open Source Initiative, il y a à peine 50 licences qui sont considérées comme les licences les plus usuelles, les autres étant pour des cas relativement spécifiques. Et on voit quand même qu'il y a cette tendance à diminuer au fur et à mesure le nombre de licences. Les personnes qui avaient rédigé des licences à l'époque, parfois choisissant d'elles-mêmes de considérer que la nouvelle version de leur licence, finalement, était une licence, devient une licence existante. Donc, faire converger leur licence vers une autre. Ensuite, pour parler peut-être rapidement la question des grandes familles de licences, et j'y reviendrai, aujourd'hui, souvent, on différencie parmi les licences libres open source les licences qui sont dites permissives de celles qui sont dites copyleft ou à obligation de réciprocité. Licences permissives sont des licences qui vont dire, en quelques mots, moi, titulaire de droit, ou nous, titulaires de droit, nous partageons quasiment tous nos droits de propriété intellectuelle, nos droits d'exploitation de telle sorte que n'importe qui puisse utiliser, modifier, adapter ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et la seule condition associée à tous ces droits qui vous sont concédés, c'est de mentionner la licence et de mentionner l'auteur. Parfois, on a des clauses en matière de brevet ou de paternité, stipulation particulière, mais c'est du domaine de l'exception. Ce sont les licences permissives qu'on retrouve de partout. En fait, il n'y a plus aucun logiciel aujourd'hui développé qui n'utilise des composants de ce type-là. L'autre grande famille, c'est les licences copyleft, donc ou à obligation de réciprocité, qui là sont des licences qui vont imposer à la personne qui améliore le logiciel de reverser ses améliorations selon les mêmes termes. Donc ces licences, on le voit, sont plus contraignantes pour celui qui vient rajouter sa valeur ajoutée, parce qu'il n'a pas forcément envie de la diffuser. Exactement. On voit le cas souvent. Et donc
ces licences copyleft cohabitent parfois avec des logiciels et des logiques plus commerciales et fermées. Là on en reparlera, je crois, dans la dernière question, mais ce sont des modèles qu'on voit de plus en plus, mais plus complexes. Ce sont des modèles qu'on voit de plus en plus, mais plus complexes en termes de gestion de la propriété intellectuelle. Donc, je pense qu'on a fait la question suivante. Donc, vous disiez à l'instant qu'il y a beaucoup de licences. Oui. Et elles n'ont pas toutes les mêmes droits et les mêmes contraintes. Donc, existe-t-il, c'est difficile de s'y retrouver et on ne les connaît pas toutes. Existe-t-il des méthodes, des bonnes pratiques ou des outils pour aider à maîtriser la complexité de mise en œuvre des licences libres? Oui. Alors c'est vrai que je l'ai dit de manière assez rapide, les licences libres ont fonctionné parce qu'elles ont été conçues, pensées et elles sont utilisées comme des standards. L'exemple qui est assez simple, c'est celui des licences Creative Commons. Donc là, je sors du domaine du logiciel. Mais ces licences Creative Commons sont au nombre de 6 et on va avoir la Creative Commons BY, la BY SA, la BY NC, la BY NC-ND, ainsi de suite. Et en fait, on a des petits logos qu'on voit très fréquemment sur Internet avec un CC puis un petit picto. Elles sont plus pour les contenus, en fait. Elles sont pour les autres types de contenus. Mais ce qui est intéressant dans ces licences Creative Commons, c'est que la plupart des gens qui utilisent ces licences ne lisent pas les textes des licences. Et ils le font. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne pratique de ne pas lire les textes. Mais en revanche, ce qui est intéressant derrière ça, c'est que les gens savent ce à quoi renvoie chaque picto, chaque type de licence, et finalement font confiance lorsqu'ils diffusent une œuvre sous Creative Commons by SA, à leur vision et la vision globale que les gens peuvent avoir de cette Creative Commons by SA. C'est-à-dire pas de commercialisation ou pas de... Pas de commercialisation et partage dans des termes identiques. Donc pour ce qui concerne l'open source, il y a vraiment cette culture de standard liée au contrat lui en tant que tel. Mais ce qu'on retrouve aussi en plus dans l'open source, c'est une standardisation d'à peu près tout ce qui vient s'ajouter aux licences. Alors, par exemple, dans l'open source, on a les identifiants, la manière de nommer une licence. Par exemple, une licence assez commune est la licence Apache, Apache Bibliothèque License. Cette licence, suivant les organisations, certains vont l'appeler Apache, d'autres vont l'appeler APL, d'autres vont l'appeler Apache 2 ou peu importe. Chacun avait sa façon auparavant de nommer ce contrat-là. Et il y a eu une standardisation, une manière unifiée et unique de pouvoir nommer une licence. Donc on a un identifiant unique par licence. Il y a eu un vrai travail d'harmonisation de tout ce qui était réalisé à l'échelle de chacune des organisations. Projet SPDX, je pourrais en reparler rapidement. De la même façon, tout ce qui concerne les contrats qui sont signés par les contributeurs de projets. Certains projets open source demandent à tous les contributeurs de signer un contrat supplémentaire à la licence parce qu'ils veulent que le code qu'ils ont développé s'ajoute au projet. Ces contrats-là sont aujourd'hui harmonisés. Donc il y a eu cette logique plutôt de réinventer la roue à chaque fois, de s'appuyer sur un texte commun, ce qui est plus simple pour pouvoir ensuite le faire adopter par les différents types de contributeurs. Ça, c'est des logiques qu'on voit par ailleurs, qu'on voit se développer. Peut-être un dernier exemple aussi dans cette logique de standardisation et d'harmonisation. On a un référentiel qui s'appelle OpenChain qui vise à donner une manière de gérer l'open source au sein d'une organisation. Donc, comment une manière de gérer l'open source au sein d'une organisation. Donc OpenChain, il faut le voir un peu comme un objectif à atteindre, un référentiel. C'est une méthode en fait. C'est une méthode. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, plus personne, c'est très rare qu'au sein d'une même organisation, on développe un produit de zéro jusqu'à sa commercialisation. On repose sur d'autres organisations qui sont réparties dans le monde entier. Et si on a, c'est l'idée d'OpenChain, un référentiel sur la manière dont on peut gérer chacun à son étape l'open source au fur et à mesure du développement, on fluidifie la gestion de l'open source, on mutualise aussi énormément tout ce qui doit être fait. Et donc on gagne à la fois en termes d'utilisation et en termes de sécurité juridique, parce qu'au final, on a quelque chose qui est beaucoup plus conforme aux licences des différents composants qu'on a intégrés. SPDX, le sujet que j'évoquais tout à l'heure, avec cet identifiant unique par licence, c'est exactement le même objet, c'est de pouvoir aller vers cette convergence. Et donc, j'imagine des outils logiciels aussi pour exactement. Aider à y voir plus clair. Il y a un certain nombre de logiciels qui existent qui permettent d'aller facilement rechercher les licences qui sont associées aux composants qu'on utilise dans sa solution logicielle. Donc c'est l'audit de code.
Le plus connu dans le domaine de l'open source, c'est Fossology, Mhm. qui est soutenu et sponsorisé par la fondation Linux. Il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer. Il y a aussi des éditeurs commerciaux qui proposent des solutions qui permettent de faire ce type d'audit. Ce qu'il faut rajouter à ça, c'est qu'il y a de plus en plus maintenant d'outils utilisés dans le cadre du développement, donc notamment d'intégration continue ou de gestion des dépendances, qui eux-mêmes ont maintenant des modules qui permettent de capter, de gérer au fur et à mesure toutes les licences de toutes les dépendances, tous les composants qui sont utilisés. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va scanner en quelque sorte Là, c'est même mieux que ça. et Là, identifier que tel module, est C'est sous ça. telle licence, un autre est sous telle autre, c'est ça? L'idée, c'est de savoir le plus tôt possible dans les processus de développement quels sont les composants open source utilisés, quelles sont les licences et quelles sont les versions des différentes licences, de telle sorte à ce que lorsqu'on a besoin d'assurer ça, d'assurer le respect des licences au regard d'une politique d'un groupe, par exemple une organisation, on puisse prévalider, on puisse faire remonter les bonnes alertes au bon moment, et qu'il n'y ait pas de surprise du type on veut commercialiser ou distribuer un logiciel, et finalement on se rend compte que les licences utilisées parmi tous les composants open source qu'on a intégrés, sont incompatibles entre elles ou nous imposeraient de diffuser autrement que ce qu'on avait anticipé. Dans tous les cas, c'est malheureux et ça peut soit faire perdre du temps, soit perdre de l'argent, soit les deux. Donc c'est un très bon outil de gestion, en fait. Oui, tout à fait, droits, qui s'intègre de plus en plus dans les processus de développement. Alors donc, si le nombre de licences s'est réduit apparemment, de nouvelles licences liées à l'évolution de nouvelles méthodes de développement apparaissent. Donc, en quoi consistent ces licences? Sont-elles conformes avec l'esprit de l'open source? Oui. Alors, tout à l'heure, on disait que l'open source datait des années 80. Donc, c'est une période où Internet n'était pas du tout ce qu'Internet est aujourd'hui. Voire n'existait quasiment pas. Exactement. À l'époque, distribuer un projet open source ou envoyer le code source d'un logiciel, ça se faisait sur une borne qu'on postait. Donc c'était beaucoup plus long, c'était beaucoup plus coûteux et beaucoup moins souple et fluide que ce qu'on peut faire maintenant avec le numérique et avec Internet. À l'époque, donc il y avait cette contrainte du monde physique très forte qu'on connaît beaucoup moins aujourd'hui avec tout ce qui est notamment logiciel en SaaS, software as a service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien développer sur vos propres serveurs des services qui s'appuient sur énormément de composants open source sans forcément que le code source de ces composants-là soit redistribué en tant que tel. Et à l'époque, l'élément déclencheur de toutes les obligations des licences était la distribution. Donc on se retrouvait dans les années 2000 avec des développeurs qui avaient diffusé leurs contributions sous licence open source et qui ne comprenaient pas que ceux qui réutilisaient leurs contributions dans les services qu'ils offraient à leurs utilisateurs finaux ne viennent pas partager leurs propres améliorations. Et donc dans les années 2000 à 2007, il y a eu certaines licences qui sont apparues dans cette idée de combler cette faille, donc il y a cette absence des licences en termes d'éléments déclencheurs. Et en 2007, on a eu la GNU Affero GPL, qui était une licence qui venait considérer que lorsqu'il y avait une interaction par le réseau entre un utilisateur final et un logiciel installé dans le serveur donc de celui qui proposait le service, et que le logiciel en tant que tel avait été modifié, donc modification plus interaction par le réseau, il y avait une équivalence avec la distribution, qu'il fallait donc pouvoir reverser le code source modifié à l'utilisateur du service final. Ça, c'est ce qu'on a appelé, donc, peu importe si c'était tout ce qui était ASP et SaaS. D'autres licences ont évolué dans ce sens-là aussi. La licence UPL de la Commission européenne fait la même chose. Et on a d'autres licences encore qui vont vers ça. La vague d'aujourd'hui, il y a une nouvelle vague aujourd'hui qui complique encore la donne. C'est-à-dire qu'un certain nombre de projets logiciels, je pense MongoDB, c'est celui qui a beaucoup fait parler de lui en 2018, sont des logiciels open source qui ont un vrai succès en termes d'adoption, mais qui, en termes de monétisation des services associés au logiciel, ce qui est la majorité des sociétés éditrices de logiciels open source, finalement se financent en un modèle qui est tourné vers le service. Et en fait, donc ces éditeurs, en l'occurrence MongoDB, n'arrivaient pas se faisaient concurrencer par des géants Internet type Amazon, qui proposaient des services sur la base de leur logiciel sans que eux ne puissent n'avoir qu'une partie de la valeur qui était tirée par ces le service il était opéré par parce que le service était opéré par ces grandes sociétés, que le logiciel, en l'occurrence MongoDB, n'était pas forcément modifié, donc que la licence en tant que telle ne permettait pas d'encadrer ces nouveaux usages qui généraient énormément de valeur mais qui n'étaient pas redistribués à ceux qui développaient et maintenaient le logiciel d'origine.
Et donc en 2018, on a eu plusieurs projets assez importants. Donc MongoDB, c'est le premier auquel on pense. Redis, c'est un deuxième. Et on a eu récemment la même chose avec Confluent. Donc là, ce sont des logiciels open source qui ont un vrai succès en termes d'adoption, qui sont revenus sur les termes de la licence open source qu'ils avaient pour proposer autre chose. Donc une nouvelle licence open source, une exception de la licence qu'ils utilisaient auparavant. Ça, c'est assez intéressant comme mouvement parce qu'on est en plein dedans. Ça faisait longtemps que les licences n'avaient pas évolué, je dirais. Et là, on sent qu'il y a vraiment cette volonté de la part des sociétés qui sont à l'origine des logiciels de repenser l'open source à l'aune de ce que permet Internet et de la place que certains gros opérateurs ou gros acteurs d'Internet peuvent avoir et toute la captation qui est faite de la valeur en dehors de celui qui produit le logiciel en tant que tel. Donc une nouvelle créativité en matière de licence? Alors, il y a de nouvelles licences qui sont apparues. Mais est-ce que c'est créatif en matière de droit Alors, en tout cas, ça a abouti à de nouveaux textes. Ça a aussi engendré énormément de discussions et on est en plein dedans. Donc, je trouve le sujet passionnant. J'y contribue à modeste mesure et je pense qu'en 2019, on aura déjà quelques réponses face à ces enjeux et j'espère qu'en 2019, on aura même peut-être suffisamment avancé là-dessus pour réussir à faire converger les besoins qui sont assez légitimes généralement de ces acteurs-là et celui de la communauté de l'open source qui est d'avoir un cadre le plus standardisé possible pour pouvoir avancer sans se retrouver avec, ça y est, il y a une nouvelle licence, il faut qu'on demande un nouveau conseil à une nouvelle personne externe pour savoir ce qu'il en est. Donc, où là, ça freine l'adoption de l'usage. L'usage, oui, l'adoption et l'usage de l'open source. Donc, bien que les licences libres soient très, très utilisées, massivement utilisées, elles font l'objet de très peu de contentieux. On connaît quelques jurisprudences en France. Comment l'expliquez-vous ? Et qui peut initier de telles actions? Alors, la première chose, effectivement, c'est que la seule personne qui peut agir pour faire respecter sa licence, c'est l'auteur du logiciel ou de la contribution pour lequel la licence n'a pas été respectée. Donc ça, on revient sur la propriété intellectuelle très classique. Il faut être titulaire de droit pour pouvoir prétendre au respect de la licence qu'on a souhaité utiliser. Mais parfois, on a des milliers d'auteurs. Oui. Et là, il faut être suffisamment titulaire de droit dans ce cas de figure pour pouvoir agir sur la base des droits qu'on détient sur le logiciel, ou il faut s'être fait céder les droits, comme le font certains projets, qui demandent à chaque contributeur de céder les droits, voire à minima le droit de signer, pour pouvoir agir sur ce moment-là. Et la raison pour laquelle il n'y a pas tant de procès que ça, alors il y en a, donc je dirais une trentaine. 30, c'est dérisoire par rapport aux millions de licences. Il y en a très peu, et c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Alors, d'une part parce que les projets open source ne sont pas des projets qui se monétisent, ou en tout cas qui cherchent à faire de l'argent sur les procès. Tout à l'inverse, normalement, ce sont plus des personnes qui veulent pouvoir développer un logiciel et qui vivent le procès comme un échec dans la capacité à faire comprendre leur modèle à d'autres acteurs. Généralement, lorsqu'il y a un non-respect de licence, c'est parce que lorsqu'il y a un non-respect de licence, la première action du projet, c'est d'aller voir celui qui ne respecte pas la licence pour pouvoir échanger avec eux et réussir à trouver une bonne façon de leur faire comprendre la bonne façon de respecter la licence. Et c'est uniquement si la société résiste que là, il y a un procès, mais plus sur le principe d'ailleurs, pour que la licence soit respectée. L'exemple qu'on cite souvent, il y a un Allemand qui est à l'origine de la majorité des procès européens, Harald Welte, qui est toujours dans cette idée d'abord d'aller discuter. Si jamais il y a un consensus, finalement il y a une transaction qui est signée, de telle sorte à ce que s'il y a de nouveau un non-respect de licence, ça soit le procès, en tout cas ça soit le jugement et la décision qui puissent tomber rapidement. C'est sur cette base qu'il a gagné contre D-Link, contre Skype, contre un certain nombre d'acteurs. Et c'est aussi lui qui était parti au procès contre Iliad Free, l'un des procès qu'on a eu en France, pour non-respect de la licence de l'un des composants qu'il avait développé. Oui, ça me dit quelque chose. Oui, c'est bon. Donc je pense que le faible nombre de décisions, c'est plutôt positif, parce que ça veut dire que les gens ont réussi à échanger, à discuter et à se mettre en conformité avant d'aller plus loin. Et ça prouve que c'est un modèle stable. Ça montre une certaine stabilité. Oui, tout à fait. Une maturité en quelque sorte. Exactement. Alors, je rajouterais d'ailleurs que l'open source a aussi pour avantage d'être l'idée de base, c'est quand même que les gens peuvent utiliser un composant sous licence open source. Pour ce faire, ils doivent accepter la licence.
mais qui peuvent très bien ne pas vouloir utiliser le logiciel, ils n'ont pas à respecter la licence. La licence ne leur est jamais imposée, c'est pas vraiment parce qu'ils veulent utiliser le logiciel qu'ils doivent s'y conformer. Oui, dans ce cas-là, sinon ils n'utilisent pas le logiciel. Exactement, donc il y a quand même quelque chose d'assez vertueux dans l'idée de base, en me disant, moi je partage, respecte seulement mes conditions. Il y a aussi une culture du numérique, je pense, qui a grandi, c'est-à-dire que maintenant de plus en plus d'acteurs comprennent à la fois la propriété intellectuelle et l'open source, et la place de l'open source dans le numérique. Je veux dire, les deux s'entremêlent très, très largement. Et je pense que si on n'a pas plus de décisions dans ces dernières années, c'est parce qu'on a réussi à pallier le premier point qui était comprendre la licence. On a réussi à passer ce pas. Et maintenant, on est plus dans des cas un peu complexes. L'exemple que j'ai en tête, c'est en matière de droit de la concurrence. On a eu une décision du Conseil d'État en France assez intéressante qui constatait que parce que le logiciel était open source, l'acheteur public pouvait parfaitement demander une prestation sur la base de ce logiciel-là. Donc utiliser la marque du projet. Oui, cité dans l'appel. Chose qui ne serait pas possible, sauf quelques exceptions dans le domaine d'un logiciel non open source. Mais là, ça l'était parce que l'open source permettait autre chose. Donc on est plus dans les subtilités où on explore de nouveaux usages autour de l'open source et les juges accompagnent ça d'une certaine façon. Donc encore une fois, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire les sujets avancent et la maturité des personnes qui sont dessus est de plus en plus forte. Il y a 10 ans, quand je parlais de l'open source à des personnes, des organisations qui achetaient des prestations à base d'open source ou qui utilisaient l'open source dans leur développement, elles ne comprenaient quasiment rien à tous ces sujets, ou alors c'était très très complexe, alors qu'aujourd'hui, le premier vernis qu'il y a sur l'open source est vraiment important. Alors, je voudrais terminer sur un point qui parfois pose problème ou fait peur, c'est la question de la contamination de certaines licences et des clauses de réciprocité. Donc, comment gérer ces contraintes, notamment lorsque l'on souhaite maintenir un logiciel sous licence propriétaire? Oui. Alors, on utilise un module qui est... c'est ça. La première chose, et ça rejoint ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est quand on développe un logiciel, la bonne pratique, c'est d'identifier quels sont les composants tiers, et notamment les composants open source qu'on utilise dans le cas du développement. C'est du bon sens. Mais c'est la base. Voilà. Ça devrait être la base. C'est mieux quand ça se passe de manière continue, dans le cas du développement, et pas uniquement au moment de la distribution, ou lorsque le client nous demande de lui fournir ces informations. Donc, première chose, on identifie. Une fois qu'on a identifié, il faut qu'on valide l'usage qu'on étudie la licence et qu'on valide l'usage de la licence dans le contexte en question. Et là, concernant l'aspect, on parle de contamination, moi je parle plus de réciprocité, en tout cas tous ces sujets liés à l'étendue de chacune des licences copyleft, c'est on identifie au regard de l'architecture du logiciel jusqu'à où la licence impose ses termes, donc quelle est l'étendue respective de chacune des licences, et au sein de chaque étendue, parfois on se retrouve avec des recouvrements, il y a plusieurs licences qui vont vouloir que celui qui distribue le logiciel soit soumis à des termes particuliers, et donc s'il y a des recouvrements de ce type-là, il faut s'assurer qu'il y a une compatibilité entre les clauses. Si l'une me demande, c'est un exemple qui vient comme ça, de fournir le code source de telle façon, et que l'autre me dit il ne faut surtout pas fournir le code source, là il y a une incompatibilité, parce que je ne pourrais pas à la fois respecter l'une et respecter l'autre. Alors comment on se sort de cette situation? On comprend quelles sont les attentes d'un point de vue de la licence. Potentiellement, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on réarchitecture le logiciel de telle sorte à ce que les composants soient suffisamment isolés, séparés et indépendants pour qu'il n'y ait pas d'effet d'une licence d'un composant vis-à-vis des autres composants. Si ce n'est pas possible, on trouve une alternative au composant, voire on le réécrit. Oui, tout à fait. On le retire. Oui. Très bien, il me semble qu'on a fait un peu le tour des questions que je souhaitais poser. Alors merci pour ces échanges qui étaient vraiment très instructifs, et on va passer maintenant à un temps de questions. Donc si vous avez des questions à poser à notre intervenant, n'hésitez pas à le faire dans la zone de chat que vous avez à l'écran. Moi je voulais déjà vous poser la question des licences françaises. Est-ce qu'on a des licences libres en France, et est-ce qu'elles sont utilisées? Oui, alors effectivement, je n'en ai pas parlé. En France, on a les licences Cécile pour CNRS, CEA, INRIA, CEA, CNRS, INRIA, qui ont été développées il y a quelques années dans cette idée d'adapter au droit français finalement les différentes licences open source.
De fait, là, je partirais juste sur un constat, c'est-à-dire qu'à l'époque, elles ont permis à des personnes qui étaient assez réfractaires à l'open source de facilement diffuser des logiciels open source. Aujourd'hui, je pense qu'elles sont moins nécessaires parce qu'il y a une meilleure culture de l'open source. Et un exemple que je trouve très rapidement une réponse qu'on peut ajouter à ça, c'est que dans la loi pour une république numérique de 2016, qui impose notamment aux administrations, notamment le centre de recherche, mais toutes les administrations, de diffuser leurs données, y compris les logiciels qui sont assimilés à des données. Dans cette loi-là, il y a toute une série de licences qui ont été identifiées comme pouvant être associées à ce que l'administration donc redistribue en open data ou en open source. Et là, les licences, donc les licences Cécile en font partie, mais il y a plein d'autres licences anglo-saxonnes qui sont proposées comme des licences pouvant être utilisées par l'administration pour diffuser son logiciel. Donc je pense qu'à l'époque, c'était nécessaire d'avoir des licences franco-françaises. C'est plus le cas maintenant. En plus, on est dans un contexte international, donc il faut vraiment viser la standardisation plutôt que d'avoir du franco-français, donc du très spécifique. Et en plus, elles sont peu utilisées. Et elles sont très peu utilisées. Donc il y a peu de jurisprudence en quelque sorte, entre guillemets, peu de Oui, et d'usage. puis en plus, alors c'est vrai que l'un des autres points, c'est que maintenir une licence, la licence est un projet en tant que tel, ça impose d'être très réactif quant aux différentes questions qu'elles vont susciter, l'interprétation qui peut en être faite, notamment au regard de l'évolution des technologies, chose qui a été faite partiellement, mais pas suffisamment, en avis, autour des licences Cécile. Alors, je vais reprendre un petit peu les commentaires qui ont été faits pendant la présentation. Alors, on avait Alan qui nous parlait de la nouvelle licence Mongo. Alors ça, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur ce sujet, même si ça a été évoqué pendant la présentation? Oui, alors, en fait, MongoDB a mis donc son logiciel auparavant qui diffusait sous GPL en SSPL. C'est la Server-Side Public License, donc c'est une licence qui est en cours de labellisation open source. Le premier jet a été rejeté, ils sont en train de revoir la copie. Mais cette licence SSPL, en fait, vient considérer que lorsque vous produisez... en fait, c'est pour ça que dans les slides, je parlais de Database as a Service. Lorsque vous avez une offre commerciale qui exploite les fonctionnalités apportées par le logiciel, en l'occurrence MongoDB, donc c'est de l'hébergement de données, c'est une optimisation de tout ce que permet de faire le moteur MongoDB. Alors, tous les logiciels que vous avez utilisés pour perfectionner l'offre finale doivent être redistribués. Donc là, il y a une vraie prise en compte du modèle d'Amazon, vraiment qui permettait d'offrir très facilement de l'hébergement MongoDB de manière optimisée grâce à leur propre système en infra. Et le modèle d'Amazon, d'ailleurs, Amazon a arrêté d'utiliser MongoDB sous ces nouvelles licences pour proposer une alternative. Alors, on avait aussi, je reprends un peu le fil, Sandrine qui nous demande si vous pouvez redonner le nom de l'outil d'audit que vous avez cité. Alors, je suis allé très vite sur les différents outils et les différents noms, je suis désolé, hein, mais tout ça sera écrit, donc je reprendrai le temps sur les notes, la retranscription pour l'article, de bien tout citer. Là, en l'occurrence, c'était Fossology. Donc, Fossology qu'on retrouve sur le site notamment de la Linux Foundation. C'est un projet qui est développé à l'international et qui permet de faire, en fait, d'identifier parmi tout le code source qu'on lui demande d'analyser toutes les mentions de licence. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément assimilable à des outils de type Black Duck, Flexera qui existent, développés par des éditeurs commerciaux, qui eux fonctionnent par empreinte, c'est-à-dire qu'ils sont capables de comparer deux codes très facilement, même si on a enlevé les mentions de licence. Dans Fossology, on est vraiment sur une aide à la simple liste déclarative qui serait fournie par les développeurs. Alors, on a une question de Cindy. Que se passe-t-il si je fais l'acquisition d'un logiciel sous licence libre suite à une cession de droit? Est-ce que je suis autorisée à le commercialiser sous licence propriétaire? Alors, une question en deux temps, une réponse en deux temps. La première, c'est que quand un logiciel est diffusé sous licence libre pour une version donnée, cette version donnée restera sous licence libre. En revanche, on peut très bien, pour les versions à venir, changer de modèle, ce qu'a fait MongoDB pour son propre projet, et considérer soit que ça arrête d'être libre, soit que c'est sous une autre licence. Là, en l'occurrence, si on achète une société ou un logiciel, si on se fait céder tous les droits, et que la personne qui nous a cédé ce logiciel avait bien tous les droits, alors on peut effectivement le diffuser ensuite d'une autre façon,
qui sera concurrente peut-être à la première, à la version antérieure qui était diffusée en open source, mais cette nouvelle version peut parfaitement être fermée. L'enjeu, c'est néanmoins d'identifier que ce logiciel auparavant en open source l'était bien parce que la personne le souhaitait, qu'elle avait tous les droits pour décider quelle licence elle voulait lui associer, mais qu'il n'y avait pas de composants ou de dépendance qui, elle, était open source et qui imposait de le faire. Ce qui est souvent le cas, et je suis allé très vite sur les différents contentieux, mais il y a quand même quelques procès, c'est les premiers en France d'ailleurs, au sein desquels un centre de recherche, en l'occurrence, peu importe le centre de recherche, mais un centre de recherche transférait un logiciel, et un peu plus tard, celui qui l'avait acquis se rendait compte que dans le logiciel, il y avait plein de composants open source, et qu'il ne pouvait pas le diffuser comme il le souhaitait, sous licence commerciale. Donc là, ça peut avoir, et dans ce cas-là, on n'a pas d'autre choix que soit réarchitecturer, soit enlever les composants en question et reprendre pour distribuer différemment le logiciel. Oui, parce qu'il n'y a pas de possibilité de négociation. On peut toujours aller négocier auprès de chacun des contributeurs des différents composants qu'on réutilise, mais alors c'est possible, mais ça peut être très très compliqué. Ouais. Merci. Et réécrire ou isoler des éléments d'un logiciel, ça peut aussi être très lourd, très coûteux et très long. Oui. D'où l'intérêt de faire ce travail en amont, quand c'est possible en tout cas. On a encore une autre question de Cindy. Si j'utilise un module logiciel sous licence GNU-GPL, qui peut être facilement remplacé par un autre, il ne contamine pas mon logiciel dans sa globalité. Alors, je suis assez d'accord sur le principe de ce qui vient d'être dit, sachant qu'il faudra le contextualiser. Mais effectivement, lorsqu'on cherche à isoler des briques logicielles les unes des autres, l'un des critères qui est souvent utilisé, c'est celui de la substituabilité. C'est-à-dire que si on utilise des protocoles de communication relativement standards, que les messages qui transitent sont tout aussi standards, et qu'on peut très facilement, parce que par exemple, c'était du MySQL, mais que les requêtes sont de type SQL, donc remplacer MySQL par du PostgreSQL ou un autre projet similaire, si on peut prouver cette substituabilité simplement, alors oui, c'est facile d'isoler les deux, effectivement. Gardez quand même à l'esprit qu'il y a la notion d'œuvre dérivée, il va au-delà de ça, et qu'on peut se retrouver dans des contextes dans lesquels un module est développé, parce que là on est vraiment sur l'ajout de fonctionnalités, sur la base, on rajoute des fonctionnalités dans le cadre de développement de module, et le module peut très bien être très contraint au regard du logiciel qui vient modifier. Donc faut le recontextualiser, mais sur le principe, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Alors, on a une question d'Axel qui demande si on envisage de faire une conférence sur les contrats et les problématiques liées aux licences pays. Alors, j'imagine que, Axel, vous faites référence à des problématiques liées aux licences libres. En tout cas, on va réfléchir au sujet, même si pour l'instant, ce n'est pas encore dans les tuyaux. Alors, avez-vous d'autres questions? Oui, Michael qui demande si l'auteur d'une licence libre peut la résilier. C'est-à-dire passer à une autre forme. Alors, peut-être que vous pouvez préciser votre question, Michael, parce qu'on n'est pas sûr de bien comprendre. En tout cas, la question est celle-ci. L'auteur d'une licence libre peut-il la résilier? Pour une licence propriétaire, peut-être. J'imagine que c'est la question. Donc, c'est la réponse que vous aviez donnée tout à l'heure avec le changement de licence. C'est ça, on peut pas. Si jamais on diffuse le logiciel sous une version, on ne pourra pas revenir sur ce qu'on a diffusé, sur la diffusion de cette version sous telle licence. En revanche, on peut très bien pour les versions ultérieures changer de licence. Sachant que dans le domaine du logiciel, vu que c'est quelque chose qui est très dynamique, qui évolue très rapidement, la tendance est quand même de vouloir utiliser la dernière version du logiciel, ne serait-ce que pour des questions de vulnérabilité. Mais il n'y a pas c'était la question aussi, il n'y a pas de droit de repentir, de retrait en matière de logiciel qui permettrait facilement de pouvoir aller rechercher toutes les copies du logiciel qui ont été diffusées sur Internet et de dire à tout le monde, attention, c'était dit GPL, mais maintenant je renonce, c'est sous une autre licence. C'était peut-être en effet l'objet de la question. La licence, c'est un contrat, mais pour autant, c'est un contrat sur lequel on peut difficilement revenir. C'est ce que vous voulez dire. Donc on est quand même un peu contraint de continuer. Voilà, on peut difficilement revenir en arrière. Alors Mylène qui nous fait remarquer qu'il existe un site licencia.inria.fr pour choisir sa licence OS réalisée par l'INRIA.
Parfait. Alors, on a une autre question de Mylène. Avez-vous déjà mis en place des licences à réciprocité, telles que celle de la Peer-to-Peer Foundation, j'imagine? Alors, le sujet, là, notamment de la licence à réciprocité et autres licences du même type, pareil, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ces licences sont encore peu, j'allais dire industrialisées, le mot Généralisé? généralisé, c'est ça. Répandu. Répandu, peut-être Peut-être mieux. mieux. La difficulté de ces licences-là, c'est qu'elles elles envisagent vraiment un modèle différent. Autant l'open source est uniquement axé modèle de développement. Là, dans ce type de licence, on est vraiment sur la répartition de la valeur et de la richesse. Donc on va un peu plus loin dans ce que propose l'open source. Moi, pour ce qui me concerne, et là, c'est des sujets sur lesquels j'ai déjà eu l'occasion d'écrire, je suis beaucoup plus sur associer à des licences open source d'autres réflexions en termes de marque, en termes de contractualisation de certains services, pour pouvoir aussi limiter ce qui peut être fait au-delà la manière dont le projet peut être réexploité, notamment par des acteurs commerciaux. Mais là, c'est un avis que je partage, mais qui m'est personnel. Alors, on a ensuite une question de Tanguy qui nous dit: en tant que propriétaire d'un logiciel que j'ai mis en open, je peux moi la licencier en tant que propriétaire. Donc voilà, est-ce que Tanguy peut donner son logiciel en licence? Alors, quand on parle de propriétaire, est-ce qu'on parle d'auteur là, Tanguy, ou de... Donc c'est sous licence classique. Oui, en fait, ce que j'entends, peut-être je ne l'ai pas forcément dit comme tel, mais toutes les licences libres open source sont des concessions de droits, donc des licences qui sont à titre non exclusif. C'est-à-dire que lorsque vous mettez vos droits sous une licence open source, vous pouvez très bien par ailleurs les mettre sous une autre licence, c'est du dual licensing par exemple, d'où du triple licence, ou les mettre sous une licence commerciale. Quand on parlait de MongoDB ou de MySQL par exemple, d'une part ils font de l'open source et d'autre part ils font aussi des licences commerciales classiques, et à chaque utilisateur de choisir ensuite entre l'un ou l'autre des modèles. Alors maintenant, une question d'Axel. Si le développeur utilise des licences libres et y adosse des éléments spécifiques, peut-il céder l'ensemble des droits au client? Alors la réponse, là pour le coup, est assez simple. Je pense que l'idée c'est de le confirmer. On ne peut pas donner plus de droits qu'on en possède. Donc là, de fait, si on se retrouve dans une relation avec un client, qu'on utilise des composants open source pour développer son logiciel, on va céder les droits, ses propres droits, comme on le souhaite, c'est ça, sans aucune difficulté. Et en revanche, concernant l'open source, on ne pourra pas céder plus que ce que la licence nous permet de céder. Donc là, ce sera la concession, et puis ce sera forcément limité par les contraintes des différentes licences. C'est quelque chose qu'on voit assez... pareil, moi, j'avais écrit un article, je ne sais plus dans quelle revue, mais sur le sujet aussi de la manière dont on pouvait, dans un contrat, encadrer l'usage de composants sous licence libre open source. Donc on retrouve tout ça assez facilement maintenant dans la plupart des contrats. Alors, on va probablement terminer avec cette question d'Hervé. Si quelqu'un décide de redévelopper un logiciel open source pour s'affranchir de sa licence, il peut s'en inspirer fortement puisqu'il a les sources. Quels sont les critères pour juger si le logiciel redéveloppé est une copie illégale ou non? Alors, dans quel cas est-ce qu'il y aurait contrefaçon? Je pense que c'est au juge de déterminer, non? Exactement. La bonne réponse, la réponse est plus simple, consisterait à dire c'est exactement la même chose que le logiciel soit open source ou pas. Donc là, on est vraiment dans est-ce qu'on va reprendre l'originalité du logiciel open source dans le nouveau logiciel qui est développé. Ce que permet effectivement l'open source, que permet moins les logiciels pour lesquels les sources ne sont pas transmises, c'est d'avoir une meilleure connaissance de la manière dont ça a été développé. Mais pour autant, si jamais la question se posait devant un juge, lui, ce qu'il va identifier, c'est y a-t-il ou pas reprise de l'originalité du logiciel initial? Si oui, s'il y a une reprise de code, est-ce que ce code était original? S'il n'y a pas de reprise, il va simplement considérer que les deux logiciels sont complètement indépendants. Mais il n'y a pas que le source qui entre dans le cadre de la contrefaçon, il y a aussi la structure. Puis il y a tout le look and feel. C'est peut-être plus là, c'est-à-dire que ce serait, pour le coup, c'est là que j'ai vu quelques sujets qui iraient dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on reprend un logiciel, quand on redéveloppe un logiciel sous un autre langage, en s'inspirant de la manière dont il est conçu, effectivement là il faut être vigilant, mais l'accès au code source pour le coup n'a rien changé, et c'était pareil aussi pour un logiciel éditeur commercial. Bien.
Alors, je pense, vous avez plus de... Alors, je pense qu'on va en rester là de toute façon pour cette interview. Donc, n'hésitez pas à contacter directement nos intervenants. Vous avez les coordonnées sur la dernière slide de la présentation. Et n'hésitez pas également à vous inscrire à la chaîne APP sur Webikeo si vous souhaitez connaître le programme de nos prochaines conférences en ligne. Et sachez également que cette interview sera disponible dans le numéro du mois de mars de la revue Expertise. Donc vous pourrez retrouver une interview peut-être un peu plus complète de Benjamin Jean sur ces sujets de licence libre. Donc je vous remercie tous pour votre participation et je remercie également nos invités. Au revoir. Au revoir.